Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est notre deuxième épisode de podcast. On a décidé de l'appeler POV. Pourquoi? Pour partager des points of view, des points de vue, tous les points de vue, si vous voulez. En fait, ma conception des choses, c'est vraiment que un point de vue, quand on le légitime, quand on est assez courageux pour emporter la légitimité, il ne fait qu'enrichir le débat public, nous allons dire, et permet également d'avoir une meilleure vision sur une situation et donc une meilleure approche de la vérité pour pouvoir espérer apporter des solutions pour chacun, pour tous les protagonistes qui concernent la situation en question. Donc, deuxième épisode, nous allons parler de vie chère. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, c'est ce qui est dans toutes les bouches, mais c'est aussi le phénomène d'actualité et cela touche tous les foyers, autant les plus petits que les moyennes classes. Et bien souvent, certains n'ont pas la possibilité de parler de ces questions-là qui les touchent, des problématiques qu'ils vivent, qui sont en relation à cette vie chère. Et ici, nous allons essayer d'aborder sous plusieurs angles, plusieurs questions relatives en tout cas à cette vie chère. Et vous partagez nos points de vue. D'accord. Voilà, nos points de vue. Et on insiste, Issa et moi, à ce que nos points de vue soient authentiques. Donc, on se concerte un peu avant chaque épisode, mais pas tant que ça, parce que ce qui fait aussi la richesse de nos débats et de nos échanges, c'est le fait qu'on ne soit pas toujours d'accord et qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Effectivement. En regardant la même chose, parfois je vois un rond et Karine elle voit un carré. Voilà. Donc, et je pense que c'est quelque chose d'humain et d'où cette position-là de vous partager nos points de vue pour que vous puissiez aussi partager les vôtres, qu'on puisse les partager ensemble, ouvrir les débats. Et aussi se rendre compte des fois, peut-être on ne voit pas de la même manière, mais on voit effectivement la même chose. Et puis après, des fois, aussi, on a un point de vue parce que on n'a pas le recul, ou comment dire, de là où on est placé, on n'a pas un recul, on n'a pas l'information, on a une influence voilà. Donc c'est toujours important de partager les points de vue. Ouais. Donc, la vie chère, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai envie de poser les choses, qu'on soit un petit peu d'accord sur les termes. Qu'est-ce que tu penses? La vie chère, en 2009, il y a eu tout un mouvement de protestation. Je pense que c'était les mêmes raisons. C'était par rapport aussi... mais là, on parlait de profitation. D'accord? On parlait de profitation. On expliquait qu'en 2009, dans le mouvement qui était là, qu'il y avait des personnes qui exagéraient, qui profitaient sur la population en leur vendant des choses avec des marges énormes. Je pense que la question, c'est la même aujourd'hui. Quand on parle de vie chère, c'est-à-dire que malgré les inflations nationales et internationales que la Guadeloupe a suivies, c'est-à-dire que la vie était déjà chère en 2009, mais on a, comme dans le monde entier, eu le Covid, la guerre, l'inflation a monté. On suit l'inflation européenne et française. Et donc le creux, la distance entre déjà l'Hexagone et nous. Voilà, c'est-à-dire que les marges, elles ont fait comme ça, d'accord? Elles étaient déjà grosses, mais elles ont fait comme ça parce que l'inflation a monté, la fourniture monte, les taxes montent, tout monte. Donc voilà. Donc c'était déjà en 2009 de l'aberration. Les gens y parlaient de profitation, c'est ce qu'on parlait en 2009. Et aujourd'hui, c'est la vie chère. Et les effets visibles tout de suite sur la société, est-ce qu'on peut dire qu'on voit vraiment des effets? Est-ce qu'il y a plus de gens dans la rue? Est-ce qu'on a l'impression, en tout cas, que la vie elle est si chère que ça en Guadeloupe? Alors, toi, je dis en Guadeloupe. Ton point de vue. Parce que nous, on est en Guadeloupe, mon point de vue, très sincèrement, je pense et je vais soutenir cette idée, je pense tout au long de ce podcast, c'est que tout est question de choix et que quelle que soit la situation inflationniste par ailleurs et ici, notre pouvoir, c'est vraiment dans le choix et dans comment on va orienter ce pouvoir, dans quoi on va mettre du pouvoir et à quoi on va donner du pouvoir. Effectivement, parce que quand on parle de vie chère, on parle aussi de pouvoir d'achat, d'accord?
est-ce que le pouvoir d'acheter, est-ce que c'est vraiment un pouvoir? Parce que ça dépend à qui on achète. D'accord. Donc, est-ce que c'est du pouvoir ou est-ce que c'est du pouvoir qu'on donne à celui qu'on achète? D'accord. J'aimerais, avant qu'on entame le constat, là c'est vraiment, là on va dire, on est dans l'intro, qu'est-ce que la pauvreté? Qu'est-ce que la pauvreté? Et est-ce qu'on peut parler de pauvreté chez nous en Guadeloupe? Alors, la pauvreté, on parle de quelle pauvreté? C'est comme les richesses. Quand on parle de richesse, on parle de quelle richesse? D'accord. On sait qu'il y a différentes richesses. Pour un pays, il y a la richesse culturelle, après il y a les richesses de patrimoine, il y a les richesses immatérielles, d'accord. Il y a la richesse humaine. On peut parler de beaucoup de richesses pour un pays, pour un territoire. Les richesses en énergie, en matières premières. D'accord, ça c'est des richesses. Et puis après, bon, aujourd'hui on parle beaucoup d'argent. L'argent à la base c'est un minerai, d'accord. Maintenant c'est du papier, et c'est même plus du papier, maintenant c'est des chiffres. C'est des chiffres dans un ordinateur. Donc est-ce que c'est ces chiffres, pour l'instant c'est des chiffres sur l'ordinateur qui ont le pas, enfin, dans le grand système. Dans le grand système, dans le monde global, c'est des chiffres dans les ordinateurs qui ont le pas sur toutes les richesses que je viens de citer avant. Et celles qui dirigent, soi-disant. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. De mon point de vue, je pense que c'est ces richesses-là qui sont la richesse des chiffres là, dont on parle, qui est mis en avant sur toutes les autres richesses. D'accord. Donc là, en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que la richesse comme la pauvreté, c'est relatif. C'est relatif, voilà. C'est relatif. Il y a des pauvretés et des richesses. D'accord. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on mette le point sur la notion de confort. Qu'est-ce que le confort? Et est-ce que, quelque part, nous ne sommes pas, Guadeloupéens autant que Martiniquais, attachés à un certain confort? Et est-ce qu'on n'a pas aussi une idée du confort? Est-ce qu'on ne se fait pas une idée du confort? Je pense que c'est important de mettre ces premiers points avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet. Donc tu poses une question, tu vas y répondre ou c'est que moi qui réponds à la question? Tu réponds aussi un petit peu? Bien sûr, mais tu vois bien que je réponds. Parce que pose la question. Je pose la question. Je vous pose la question. Vous répondez de votre côté. Vous faites votre maturation du sujet de votre côté. Issa répond, ensuite je donne mon point de vue. Voilà. Moi j'ai un point de vue... j'ai mon point de vue, je vais vous partager mon point de vue. Je pense qu'effectivement, notre population se fait une certaine idée du confort. Moi, je dis souvent qu'on est des nouveaux riches, on est les nouveaux riches de la Caraïbe. Intéressant. Ça fait que quelques dizaines d'années que le peuple guadeloupéen a accédé à une richesse matérielle, d'accord. Et une richesse matérielle motivée par motivé par l'Occident, d'accord. C'est le modèle reste l'Occident, d'accord. Cette richesse matérielle, elle va dans ce sens-là. Même matériellement, la richesse aurait pu être dirigée, dans une autre direction. Je prends juste l'exemple, par exemple, de la construction des maisons, d'accord. Les constructions des maisons actuelles, elles sont faites pour la clim. C'est-à-dire que quand les gens ils ont plus de clim, vous devez le voir, vous qui avez des maisons neuves avec des clims, quand il n'y a plus de clim, il n'y a pas de circulation d'air dans votre maison, d'accord. Parce que la maison... Donc, perte de confort. Parce que la maison n'est pas construite avec une réflexion tropicale ou guadeloupéenne ou quelque chose comme ça, d'accord, territoriale. Donc c'est des modèles qui sont suivis. On vous vend un canapé en cuir avec, avec un tapis pour le sol. Mais le canapé en cuir, ici il fait chaud, tu transpires, il faut mettre une serviette. Le tapis là, tu vois, ça va amener les mille pattes, les acariens, la poussière. On ne vit pas pareil, d'accord. Donc je pense que même par rapport à cette vision de confort, les gens ils sont très... ils sont aliénés, il y a une aliénation. Quand je vois qu'ici à Noël, les gens ils achètent des sapins et de la neige artificielle et pour faire des... On est en Guadeloupe, pourquoi vous voulez absolument qu'il y ait des sapins et de la neige, quoi? Alors que ceux qui sont de l'autre côté dans le froid, là, ils rêvent de venir ici. C'est de la pure aliénation. Donc le confort, il est... le confort comme on le consomme ici, mais de toute façon, on va venir dans la discussion. On va venir, bien sûr. Le confort comme on le consomme ici, il est dirigé. C'est un produit importé, quoi.
c'est un produit importé. Moi, je suis très bonne pour synthétiser. Le confort, c'est un produit importé. Et ici, en Guadeloupe, on doit re-questionner la question du confort. C'est ce qu'on va faire tout au long de cet épisode. Et je t'avais dit, on va essayer de rester dans 25 minutes. Mais je pense que vraiment, définitivement, tant qu'on n'aura pas atteint 40 minutes, on n'aura touché à rien du tout. Donc on va être tranquille, ok, on va y aller tranquillement, on va essayer de vous donner les choses pertinentes comme on les pense au mieux, mais préparez-vous à préparer un petit thé, un petit café, mettez-vous à l'aise quoi, ok. Parlons d'actualité concernant la vie chère. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quels sont les effets en fait de la vie chère? Moi je suis un peu l'actualité en ce moment et ce qui se passe en Martinique est alarmant. Pour moi, en tout cas. Qu'est-ce que tu as vu alors qu'est-ce que tu as vu toi des actualités là? Moi, ce que je vois, c'est, je vais employer des gros mots, l'insurrection. Je vois vraiment que le peuple se soulève et qu'il manifeste et qu'il exprime un grand ras-le-bol. Et ça, c'est. En Martinique. En Martinique. En Martinique. En Martinique, vraiment. Et ailleurs, et dans tu vois, Guyane, il y a quelque chose qui se passe? Je sais pas trop, c'est vrai que tu sais que moi je ne suis pas trop l'actualité. Ouais, mais même quand il y aura quelque chose qui se passerait, non, pour moi, il n'y a pas, à part la Martinique là qui occupe vraiment les devants de la scène en termes d'actualité. En Guadeloupe, non. En Guadeloupe, je ne sens pas de. Il y a eu quelques petits barrages, même près de chez toi, là, à Margaillère, il y a eu quelques barrages quand même. Oui, mais c'est Margaillère. Margaillère, c'est Margaillère, quoi. C'est comme Sainte-Rose, vous savez déjà. Non, mais en tout cas, non, j'ai pas l'impression en tout cas qu'il y a un mouvement organisé ici en Guadeloupe contre la vie chère. Je dis bien contre la vie chère. Moi, je ne suis pas dans ces dynamiques de contre. Je suis plutôt dans les dynamiques de construction. Et en ce moment, je sens que les gens, ils ont un ras-le-bol, que la population ne va pas forcément suivre, surtout après 2009 où il y a eu un gros stress. Donc, il y a la Kanaki aussi. Oui, il y a la Kanaki, mais moi, je ne suis pas vraiment... La situation qu'on vit Guadeloupe, Martinique, c'est la même situation en Kanaki. Oui. À La Réunion, c'est-à-dire qu'il y a des monopoles. Oui, c'est toujours les monopoles, le colon qui assoit sa domination sur des peuples en place. Donc, ok, d'accord. Donc, ça, vous le voyez au travers des réseaux sociaux, des informations, tout ça qui regarde. Bon, les informations elles sont dirigées. Je vous conseille d'aller voir, bien sûr, le maximum d'indépendants pour avoir des points de vue un peu moins filtrés, le moins filtré possible. Le moins dirigé. Vous regardez, des fois, quand c'est dirigé, c'est intéressant aussi. Moi, j'aime regarder des fois LCI et tout ça, parce que comme je connais leur direction, j'aime bien voir ce qu'ils veulent, ce qu'ils montrent. Je dis, tiens, c'est ça leur direction. On sait que c'est dirigé, donc c'est marrant de regarder comment ils dirigent leur truc. Et en même temps, on peut aussi utiliser à contresens ces points de vue. Ces points de vue-là, enfin voilà. Mais en tout cas, l'actualité, chacun peut regarder. Comment est-ce que tu la vis? Comment tu la vis, toi, la vie chère? Comment cette situation ici en Guadeloupe de vie chère? Enfin, ce qui s'appelle le vie chère, ce qu'ils appelaient... Pour moi, c'est la même chose, d'accord? Ça change de nom. Ce qu'on appelait ici en 2009... Profitation. La profitation. Ce positionnement, comment tu le vis? Moi, aujourd'hui, comment je vis ça? J'ai clairement le sentiment d'être bloquée de partout. En fait, vraiment un sentiment de prise en otage de toutes parts. Je le vis plus comme ça que comme le manque de pouvoir de faire. Je ne peux pas, moi, me comparer à quelqu'un qui n'aurait pas d'argent. Enfin, le manque de pouvoir d'acheter. Non. Justement, non. Parce que là, tu dis le manque de pouvoir de faire. Moi, quand tu dis, ouais, tu te sens bloqué, quand tu le manque de pouvoir de faire, c'est ça qui me bloque. C'est ça qui me bloque. Mais pas le manque de pouvoir d'acheter. Mais pas le manque de pouvoir d'acheter. Voilà. Parce que, et ça, c'est vraiment mon point de vue et ma situation, je m'estime assez privilégiée. J'ai le privilège d'être à mon compte, je travaille à mon compte, de pouvoir travailler aux horaires que je souhaite, de pouvoir choisir mes clients et dire non. J'ai la capacité de gérer mon budget comme je l'entends. Donc,
quelque part ce que d'autres considèrent comme des besoins de première nécessité obligatoires qui sont obligés d'aller chercher au supermarché. J'ai pas ce sentiment-là. Par exemple, quand il y a des annonces de phénomènes cycloniques, je ne cours pas à la pompe à essence pour faire le plein. Je ne comprends pas ce genre de situation et de comportement-là. Même je ne cours pas, et peut-être que ce n'est pas sage, mais je ne cours pas, je ne m'empresse pas à aller remplir mon caddie. Ça ne fait pas partie de ni ma personnalité, ni mes habitudes. Donc, je m'estime assez privilégiée dans le sens où mes choix me font porter une situation aussi qui va avec ses inconvénients. Donc, là où certains auront certains avantages, moi, je ne les aurai pas, et vice-versa. Donc, en termes de vie chère, je me considère plus comme spectatrice de ce qui se passe en ce moment et pas tant que cela concernée. Vous voyez? Voilà. Ouais, c'est-à-dire que nous-mêmes, c'est-à-dire que moi aussi, et puis comme avec Karine, on mange, on travaille ensemble dans ce qu'on voit, dans notre façon de vivre. On est plus souvent à remercier notre abondance. À être dans le remercier, à être waouh, à être dans le waouh de l'abondance dans laquelle on est, plus qu'à se dire on n'a pas. Nous, c'est un peu comme ça qu'on le vit. Et il y a des choses qu'on n'a pas, hein. Il y a des choses qu'on n'a pas. Je tiens à le souligner parce que c'est vraiment une question de point de vue. Et il y a des gens qui, avec ce qu'on a, ils souffriraient terriblement. Je tiens à le dire quand même. C'est certain. C'est vraiment une question. Tout est relatif par rapport à ça. Je vous assure que tout est relatif. Je vous assure que, effectivement, il y a des situations où les gens, justement, étant très attachés, au système ou à des besoins de consommation qui ne sont pas en plus les leurs, qui ont été fabriqués. Nous, on s'est détaché déjà de beaucoup de choses par rapport à notre mode de vie. Et du coup, forcément, évidemment, on ne consomme pas de la même manière et on est moins attaché à ce système de consommation. Je suis effectivement spectateur, mais pour ma part, en tout cas, de la façon que je le vis, je reste quand même choqué de voir l'évolution, ne serait-ce que dans les magasins. Comment les caddies, les gens, ils ont de moins en moins de caddies dans les magasins. Enfin voilà, c'est de la façon que les gens y vivent. Et après, il y a des côtés positifs dans ça. Tu vois, il y a toujours des côtés positifs. Des côtés positifs, c'est que maintenant, nous, notre façon alternative de vivre, et ben, les gens, quand ils me posent des questions et puis je leur réponds, maintenant, ça marque un peu plus. Ça les interpelle un peu plus parce qu'ils se disent oui, effectivement. Et puis après, on partage avec les gens, on fait nos farines, on fait ci, on fait ça. Tu sens bien que ça avance. Parce que ce problème de vie chère, donc là, on vous a expliqué que comment nous on le vit, d'accord? Que effectivement, les prix, c'est moi des fois je regarde. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Dans les magasins, c'est du n'importe quoi. Il y a d'une les prix, de deux un problème de qualité, parce que on paye très cher des choses qui sont de la mauvaise qualité, d'accord? Je fais moi la blague que je m'amuse à faire des fois quand je suis dans les produits frais, tout ça, ne serait-ce que des fruits et légumes qui sont importés. Je rigolais qu'un jour avec une mamie, je dis ouais mais ça, le gars Rangis, il voulait le jeter. Mais il leur a dit non, attends, on va l'envoyer en Guadeloupe, on vient en Guadeloupe, on va leur vendre plus cher. Non, mais c'est parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai, qu'ils se foutent de nous à un point que c'est des trucs qu'ils n'auraient même pas gardés, même pas vendus. De toute façon, ils nous expliquaient les DLC par exemple, les dates limites de consommation. Ici, elles sont plus longues qu'en Europe, qu'en France. Enfin, parlons de la France, parlons de l'Hexagone si vous voulez, que ça choque personne, parce qu'il y en a pour certains. Moi, je fais la différence entre Guadeloupe et France dans mon langage, sachez-le, d'accord? Disons que j'ai un langage géographique, d'accord? Dans mon langage géographique. Géographiquement, ici, c'est la Guadeloupe. La France, géographiquement, c'est le pays, l'Hexagone, d'accord? Vous m'entendez, il y a un mot que je ne vais pas dire, vous n'allez pas m'entendre le dire, d'accord? Ceux qui sont habitués à dire un certain mot qui nous rattache au colonialisme, moi, je ne l'emploie pas, d'accord? Donc, géographiquement, ici, c'est la Guadeloupe, là-bas, c'est la France. Le mot qu'on n'emploie pas, c'est métropole. Voilà. Je l'ai pas dit. Je n'allais pas le dire. Comment on peut réagir maintenant face à cette vie chère? Face à cette vie chère qui assène les foyers, qui attaque dans le porte-monnaie. Comment
comment on peut réagir. Et là, on va parler de nous, comment on réagit par rapport à ça. Mais j'aimerais qu'on parle avant de comment... D'où ça vient avant de réagir. Ouais. Enfin, quand on cherche une solution, on lit bien l'énoncé du problème. Oui, donc ça vient d'où? Lisons l'énoncé du problème. Alors, d'accord. C'est-à-dire que il y a une certaine catégorie de la population guadeloupéenne qui est toute petite, d'accord, qui fait de l'argent avec l'autre partie de la population depuis des centaines d'années, d'accord. On va se dire qu'on le sait tous, ça s'appelle l'esclavage, d'accord, et ça a été aboli en 1848, d'accord. Sur le papier, bien sûr, ok. Par exemple, un permis, c'est un papier. Il y a des gens qui conduisent sans permis. Un exemple, je vous dis que quand c'est sur le papier, c'est pas parce que la loi elle est faite, les lois sont en place que tout le monde les respecte. Okay. Donc 1848 se passe. Ici, les choses ont continué à faire et puis ça fonctionnait tellement bien, le business, que début du XXe siècle, ici, c'était l'âge d'or du sucre et tout ça. Il y avait un train ici en Guadeloupe qui traversait toute la Grande Terre. Donc pour vous donner juste une idée de la richesse industrielle de l'île, alors qu'il y avait des endroits où il n'y avait pas de train en Europe, d'accord, ou dans des pays développés, tout ça, il y a des endroits où il n'y avait pas de train. Il y avait des trains et tout ça. Donc pour vous dire que cette industrie-là, la Guadeloupe a toujours été très prospère au niveau industriel. Ok. Que, on le sait, à l'abolition de l'esclavage, quand on fait l'abolition de l'esclavage, les gens leur disent bon, ça y est, je te vois, Karine, je dis bon, ça y est, maintenant, ça y est, t'es plus esclave, on te donne un nom de famille, tu vois. Donc, l'ancêtre de Karine a dû arriver, on lui a dit ouais, toi, tu es un petit coquin, toi, t'es un malin. Et puis on l'a appelé coquin, d'accord, par exemple, comme d'autres, on les a appelés robinet, comme d'autres, on les a appelés trou à balles, il y a plein d'autres exemples comme ça, d'accord. Je vous donne ceux qui sont marrants. Et donc on en est là, on donne les noms, on donne les patronymes. On te dit, bon, moi j'ai lu, je vous invite à aller lire la déclaration de l'abolition de l'esclavage. Il faut le lire, c'est les papiers, c'est accessible à tout le monde. Donc c'est jamais dit que les gens ils sont libres, on leur dit qu'ils deviennent citoyens français. D'accord. On va en revenir après, parce que c'est quoi, du coup, aujourd'hui être citoyen français? Ça nous incombe à quoi? À nous tous là, les citoyens français. Donc les gens ils deviennent citoyens français. Et c'est écrit en bas qu'ils n'ont pas le droit de vagabonner. Le vagabondage sera sévèrement puni. Dans la langue de l'époque, vagabonner, c'est-à-dire que tu prends tes affaires et puis tu drives, tu commences à partir, à te promener, chercher un endroit où aller. Donc ça, tu n'as pas le droit de le faire. Donc tu n'es pas libre, tu es citoyen français. Donc ça veut dire que tu es sous le joug de la loi française. Tu es français, tes papiers français, c'est-à-dire que tu ne peux pas aller chez les Anglais. Enfin voilà. Tu es une propriété. Tu es une propriété de la République française, tu n'étais plus. Voilà. Se camoufler, d'accord, et en même temps, tu n'as pas le droit de partir. Si tu pars, tu es comme ça. Donc, si tu pars, les gendarmes, les gens armés, qui avaient les gens armés, c'était à cheval à l'époque, les gens armés, les gendarmes, ceux qui ont les armes, ils viennent avec leurs armes te dire non, tu ne peux pas partir. Donc, tu ne peux pas quitter la plantation. D'accord. Comme tu ne peux pas quitter la plantation, tu te dis merde, je fais comment? Et le planteur qui est là, qui te dit ouais, mais tu sais, parce qu'il est gentil, le planteur, tu vois, puis il connaît bien les nègres. D'accord, il sait gérer les nègres, le planteur, il vit avec eux. Il va leur dire, écoute mon gars, reste là, et puis travaille là, et puis tiens, garde la case que tu avais. Donc ça y est, tu as un salaire et puis un loyer. Et puis c'est reparti, d'accord. Après, si tu veux, tu peux te mettre indépendant à gagner des terres, mais comme on disait, j'ai entendu la bouche de beaucoup, les gens qui étaient indépendants, ils plantaient leur canne, et jusqu'à aujourd'hui, les planteurs de canne indépendants, quand ils vont vendre leur canne, ils perdent sur les frais qu'ils ont eu. C'est-à-dire qu'ils vendent moins cher la canne que ce que ça leur a coûté. Comme les agriculteurs, beaucoup en France, avec le blé ou autre chose. Mais bon, voilà. Anyway, c'est ce qui se passe avec les planteurs de canne jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que les planteurs, quand tu dis il y a beaucoup de grèves, pourquoi les planteurs de canne font grève? Parce qu'ils sont toujours considérés comme des moins que rien depuis l'abolition de l'esclavage. La canne appartient au béquet. Et c'est eux qui te disent combien ils t'achètent ta canne. D'accord. Donc tu es en train de dire que finalement,
le pouvoir économique, il est toujours entre les mains de ceux qui étaient là avant et qui l'avaient au début. Il l'est toujours. Ils l'ont gardé et avec la complicité de l'État. D'accord. Ils l'ont gardé et avec la complicité de l'État. Et dans tous les domaines, là on parle de vie chère, les gens ils vous parlent des magasins qui vont à Carrefour acheter à Yacht et tout ça. Mais ce problème de monopole économique, c'est pas que Carrefour, c'est pas que les magasins, c'est toute l'économie guadeloupéenne. Ce qui fait qu'une Karine Coquin qui est indépendante aujourd'hui, elle est dans le fer, elle fait, et puis elle bute là, elle bute là, elle bute là, elle bute là, elle bute là. La seule façon pour pas qu'elle bute, il faudrait qu'elle travaille avec eux ou pour eux, pour les béquets, parce qu'ils ont tous les leviers de l'économie. Et c'est eux qui placent les élus, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Et quand ils ne sont pas contents, ils vont à l'Élysée. Tu es en train de me dire que, tu es en train de nous dire que les béquets infiltrent le système économique et c'est à cause politique. Oui, politique, oui. Et c'est à cause de cela. C'est l'économie qui fait les politiques. Les politiques, ils ont pas. C'est l'économie qui fait les politiques. Les politiques, pour se faire élire, ils ont besoin d'argent. Pour faire les campagnes et tout, à qui ils demandent l'argent? À ceux qui l'ont. Okay. Eux, ils font de la politique. Eux, c'est des tics. Tu vois, les politiciens, ils vivent sur le dos du contribuable, ils vivent sur ces tics. Ce n'est pas des gens qui génèrent de la richesse. Tu vois, c'est des gens qui sucent la richesse. D'accord. Okay. Donc ça, c'est l'origine de la vie chère. L'origine de la vie chère, c'est l'esclavage et le colonialisme. D'accord. Et la situation, c'est que rien n'a changé. Et que les gens qui faisaient de l'argent avec cette population-là, ils ont continué à en faire, ils en font encore plus qu'avant. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est le capitalisme, la vision capitaliste est l'essence même de la vie chère, de là où on en est aujourd'hui. Le capitalisme et puis le fait c'est même plus capitaliste, c'est monarchique, c'est-à-dire que les richesses sont tenues que par quelques petites familles dans le monde. D'accord. Et sachez que les béquets qui tiennent les îles là font partie de ces quelques petites familles. Donc la richesse qu'ils génèrent, elle est énorme. D'accord? Et par exemple, j'ai appris des choses. Par exemple, c'est que vous qui êtes là, géographiquement sur le territoire de France, quand vous payez votre électricité, il y a une taxe qui est prise sur l'électricité que vous payez, qui est faite pour fabriquer l'énergie ici en Guadeloupe. Et que eux, après, ils fabriquent l'énergie et ils se refont de l'argent encore derrière. Donc, même vous, même en France, on vous mêle dans le truc, on vous mêle dans le système. Moi, ce que j'aimerais expliquer aux gens, c'est que ici, ce qui se passe ici en Guadeloupe, c'est ce qui se passe en grand là-bas. C'est ce qui se passe en grand là-bas. Donc c'est pas qu'un problème de couleur de peau, c'est pas un problème de descendants d'esclaves, c'est vraiment un problème de minoritaires, un problème de peuple. C'est un problème social et économique et de partage. C'est-à-dire que partage des richesses. Je partage des richesses. Moi, quand c'était en 2009 et qu'il y avait j'étais en Martinique en 2009, j'ai vu le mouvement. Quand tu parles d'insurrection, pour l'instant, moi, ce que je vois, ce que j'ai vu de mes yeux en Martinique en 2009, et ce que je vois là, pour moi, c'est pas encore à la hauteur de ce que j'ai vu en 2009. Et je me disais, ça y est, insurrection. Pourtant, quand ça s'est arrêté, 3 jours après, j'ai l'impression que c'était un mirage. J'ai l'impression un mirage qui s'était passé quelque chose. Et qu'en plus, derrière ça, j'ai le souvenir que les béquets nous ont insultés en Martinique. Parce que pour répondre à la profitation et aux vies chères, ils ont fait un prix baissé bas. D'accord? C'est-à-dire que eux, les béquets, ils parlent créole. Le créole, c'est eux, c'est même pas nous. Enfin, ce qu'on appelle créole, ce sont eux les créoles. D'accord? Nous, on est des afro-descendants. On n'est pas des créoles. Les créoles, c'est les oreilles à la Réunion. D'accord? C'est eux, c'est les béquets. D'accord? Vous pouvez regarder sur Google, dans les dictionnaires, c'est écrit créole égale à blanc né dans les îles. D'accord? C'est ça. Voilà. Et dites-vous que le pouvoir qu'ils ont, ils l'ont depuis longtemps. Puisque Robespierre lui-même, à la Révolution française, il a pris le bateau 2 fois, il s'est déplacé en Guadeloupe
pour détrôner le pouvoir des Békés, d'accord, qui avaient encore du sang bleu et tout ça, les Matignons. Vous savez, les Matignons, là, la famille Matignon. Ils chassaient les Békés parce que c'est eux qui avaient ben oui, les colonies, c'est eux qui c'était les plus riches. Jusqu'aujourd'hui, Ayotte, il rentre à... J'ai entendu dire qu'apparemment, Ayotte, quand il rentre à l'Élysée, il n'a même pas besoin de se déclarer à l'entrée, de donner ça. Parce que tout le monde, quand on rentre à l'Élysée, il y a un passage, on donne sur ses papiers. Lui, il rentre comme ça. Ça y est, salut. Il est chez lui, quoi. Comment les gens, ils vivent ça maintenant? Parce que, bien sûr, pour l'instant, on le fait entre nous. Ensuite, on va vous inviter. On invitera du monde avec nous pour donner son point de vue. Mais aujourd'hui, de notre point de vue, comment on voit les gens réagir face à cette vie chère? Moi, je vois beaucoup de bonnes réactions, des réactions très, très positives. Comme nous-mêmes, il y a un grand appel à planter, à cultiver, à générer notre local, à faire les choses, à faire beaucoup de choses. Ouais. Mais, moi j'ai un grand mais dans tout ce bien. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas cassé cette chaîne, tant qu'on n'aura pas brisé ce système colonial, peu importe, parce qu'on a toutes les solutions. D'accord? Guadeloupéenne, Martinique, nous, on est des milliardaires. D'accord? Nous, ne serait-ce que, je ne vais même pas parler de réparation et tout ça. Sans parler, on s'en fout par exemple. Sans parler de la réparation. On parle sur moins. On ne parle même pas sur ce qu'ils nous doivent. D'accord? Ouais. On ne parle même pas sur ce qu'on nous doit, ce qu'on nous devrait dans l'histoire. On ne parle même pas de ça. On fonctionne juste avec ce qu'on a. Si on fonctionne juste avec ce qu'on a sur nos îles, on vit comme les gens de Dubaï, on est très 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 riches. On a tout. Tu peux développer ça un peu parce qu'il y a ici, là, il y a des gens qui nous écoutent et qui sont en train de se dire mais c'est du n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils croient? Ils n'ont qu'à prendre leur indépendance. Oui, hein? Ouais, mais on pourrait. Ils vont s'entretuer. Moi, je sais que la France... Ils ne vont pas se comprendre et les Guadeloupéens même. La France a plus besoin de nous que nous avons besoin de la France. Qui a besoin de la France dans le monde? La France explique à tout le monde dans le monde que tout le monde a besoin de la France. Non. La France a besoin de tout le reste pour être qui elle est. D'accord? Parce que si la France n'a pas tout le reste, elle n'est pas qui elle est. Et maintenant, on ne parle même plus de France, on va parler d'Europe. Parce que tout ce que la France a là en colonie, tout autour de la planète, en îles et en eau poissonneuse et tout ça, et en richesse, du coup, c'est aussi à l'Europe. D'accord? Parce que nous, on est l'Europe à côté du Commonwealth. Le Brexit, il est là. Hein? Il y a la Dominique à côté. Il y a le Brexit ici aussi. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Économiquement. Oui. Ok? Donc, la France... Elle cultive cette chose d'expliquer aux gens que c'est elle qui nous nourrit. Non, c'est faux. Que c'est elle qui nous nourrit. Les allocations, c'est un dû. Mais en plus, c'est une manière de nous boucher les yeux. Et ce serait mieux qu'on ne les ait pas. Voilà, ce serait même mieux qu'on ne les ait pas. Parce que si on les avait pas, vous inquiétez pas qu'on fonctionnerait. On fonctionnerait. Et on se sentirait moins coupable pour ceux qui ne comprennent pas comment ça fonctionne de devoir quelque chose à quelqu'un. On ne doit rien à la France. La France nous doit. Et depuis des générations. Voilà, et on rapporte énormément à la France. Énormément. Et vous rentrez, par exemple, vous qui vivez là-bas en France, qui n'êtes pas, qui n'avez rien à voir avec les îles, et ben vous rentrez dans le jeu. Par exemple, en payant ces taxes sur l'électricité. En payant que normalement, vous payez une taxe, mais regardez bien ce qui se passe. Eux, ils touchent de l'argent après. Il y a tout un système. Je ne vais pas rentrer dans l'explication de comment se passe la fabrication de l'électricité ici, de l'énergie. Mais ici, en Guadeloupe, l'électricité, elle est fabriquée avec du pétrole, avec une usine qui doit tourner au gasoil, des gros groupes électrogènes, d'accord, à Jarry. Il y a une autre usine qui est au Moule, qui maintenant brûle du verre, ils appellent. Avant, elle fonctionnait au charbon, alors que soi-disant, la France, avec son nucléaire, a une grande politique anti-charbon. Ça dépend où, d'accord? Donc, ils ont arrêté le charbon. Depuis qu'ils brûlent du verre, le côté positif, c'est que nos agrumes repoussent, parce qu'ils brûlaient du mauvais charbon, et du coup, tous nos agrumes ne poussaient plus ici. Donc, la cire noire qu'on voyait sur les agrumes. C'était le charbon. Mais, par contre, le bois qui brûle maintenant, donc il brûle un peu la bagasse, les déchets de la canne. Il ne vient pas d'ici, tu m'as dit. Mais après, le bois qui brûle ne vient pas d'ici. Ben non, c'est des granulés de bois qui sortent d'Amazonie. Et on a une autre usine qui est intéressante, dont on parle beaucoup, qui est de la géothermie, avec des ouvriers, des ingénieurs guadeloupéens qui gèrent cette usine-là, mais c'est des Américains, enfin c'est pas ni des Guadeloupéens,
ni des Français qui sont actionnaires, ni qui possèdent cette usine de fabrication. Donc il y a 3 usines qui fabriquent l'électricité en Guadeloupe, mais EDF n'en possède aucune. Ouais. C'est que du privé. Ça aussi, avant EDF fabriquait l'électricité, ils ont arrêté parce que l'État français a changé, d'accord? L'État français n'appartient plus aux Français, je m'excuse, votre pays ne vous appartient plus, ne nous appartient plus. Ce pays appartient aux actionnaires et puis aux gens, à Arnaud et aux autres, ouais. Parce qu'ils ont vendu EDF et maintenant EDF ne pouvait plus fonctionner puisque les entreprises privées, elles, touchaient des subventions, d'accord? C'est-à-dire que les Ayotte et tout ça, ils ont tout le système et même les subventions, ce sont eux qui les touchent. Donc l'État est complice et l'État leur donne même de l'argent pour continuer ce système colonial esclavagiste. Donc, on a beau avoir des solutions. Alors, on parlait de planter. Moi, je suis près du système agricole. Je suis dans le système agricole, je suis apiculteur. Je suis dans l'apiculture. On m'a expliqué, par exemple, que je veux défendre du miel de Guadeloupe parce que j'estime que le miel de Guadeloupe, il est unique dans le monde, parce que la Guadeloupe, c'est unique. Et puis, voilà, donc c'est unique dans le monde. Mais on m'a expliqué que non. Sur l'étiquette, il faut mettre miel de France, origine Guadeloupe, d'accord? Donc par exemple, pour moi c'est un genre de... On te montre bien que tac, on te bloque, on te montre non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, d'accord? C'est pas toi, c'est ton travail, mais c'est pas ton pain, c'est pas toi. C'est la France, c'est pas toi. Voilà. Bon, par exemple, je trouve ça très humiliant, très dérangeant. Et on se rend compte qu'à tous les niveaux, il y a des blocages. Voilà. Parlons de l'agriculture, j'apprends que qui représente les agriculteurs guadeloupéens à l'Europe, d'accord? À l'Europe, c'est Eurodom. Et Eurodom, c'est dirigé par Ayotte. Donc, c'est-à-dire que celui qui est à Carrefour, c'est lui aussi qui représente les agriculteurs de Guadeloupe. Donc maintenant, expliquez-moi comment on va faire pour faire une agriculture vivrière, d'accord? Une agriculture pour pouvoir nourrir les Guadeloupéens, alors que lui, il veut vendre dans son magasin ces trucs. Comment on fait? Comment on fait? D'accord? Parce que votre histoire, l'histoire de vie chère, nous, on l'entend. Mais moi, acheter moins cher ce qu'ils vendent, je n'irai pas l'acheter de toute façon, même si c'est moins cher. Je n'irai pas l'acheter. D'accord? Et ce qui m'intéresserait, c'est qu'on produise ici. Donc on revient, tu me dis comment on peut produire, est-ce que la Guadeloupe peut produire? La Guadeloupe, c'est la plus grande île des petites Antilles. Donc on se devrait, pas de se nourrir nous-mêmes, mais de nourrir nos voisins. On a la même population que la Martinique, mais on est plus grand que la Martinique. La Guadeloupe vend de la canne à sucre dans toute la Caraïbe. Donc on vend de la canne à sucre en Martinique pour faire le rhum de Martinique. On vend de la canne à sucre comment dire, de la mélasse pour faire les sucres industriels. Trinidad, on en vend partout, la Guadeloupe. Donc si on vend ça de la canne à sucre qui ne se vend pas sur le marché, avec lequel on ne gagne pas de l'argent, les planteurs ils gagnent juste des subventions. Puis comme je vous dis, les petits planteurs indépendants, ils se font exploiter. Ils se font exploiter. Donc si on arrive à exporter et à vendre de la canne à sucre à l'étranger, si on arrive à exporter et à vendre de la banane jusqu'en France et tout ça, si on plantait autre chose, on pourrait se nourrir nous-mêmes et nourrir nos voisins. Nourrir les îles qui n'ont pas de rivière, par exemple. Nous, on déborde, on est déborde d'eau. La Dominique nous nourrit. Comment se fait-il que la Dominique, qui n'a pas de lande, qui n'a pas la grande terre, nous, on a des champs. J'aime ma Guadeloupe tellement, je l'aime tellement parce que j'ai besoin de ces champs-là, tu sais, de la lande. J'ai grandi dans un endroit, en Touraine, c'était vallonné. Puis ici, il y avait la lande. Et puis j'étais à cheval, je galopais, tu vois, et quand on est en grande terre, ce que vous n'allez pas retrouver en Martinique ou dans les petites îles de la Caraïbe, en grande terre, quand vous allez en grande terre, il y a des landes, il y a de la terre elle est noire. Moi je suis un agriculteur, j'aime cette terre-là, je vois mais que tout le monde n'est pas agriculteur, Issa. Moi je suis obligée d'amener les contre-questions. Parce que je vous entends, tout le monde n'est pas agriculteur. Bien sûr, tout le monde n'est pas agriculteur. Celui qui est fonctionnaire, celui qui travaille dans les bureaux, il va se dire oui, mais moi je ne peux pas m'amuser à planter mes tomates, mes cives, mes carottes. Mais il peut participer sans planter, en consommant différemment. Voilà. C'est-à-dire que tout simplement, si vous arrêtez d'en acheter, ils ne vont plus en vendre. Et comment faire? Parce que moi je suis pour amener aussi des solutions.
Par exemple, dans mon cas, avant, je mangeais un peu tout n'importe quoi. Je mangeais vraiment, j'avais pas une conscience par rapport à ma consommation. Et au fur et à mesure, c'est mon corps même qui m'a rappelé à la conscience, qui m'a dit, bon, tu manges ça, mais là, nous, on se sent pas bien. On va mal, tu as des boutons, tu te sens mal, tu es ballonné, etc. Donc, au fur et à mesure, j'ai dû supprimer le gluten. Le gluten, je ne pensais pas qu'on pouvait manger sans gluten, quoi, en fait. Pour moi, pain, c'est gluten. Déjà, pain, c'est gluten. Il n'existe pas de pain d'autre chose que de pain au blé. Donc, du coup, pour moi, mon monde s'effondrait. Comment je fais pour manger si je ne mange pas de gluten? Je ne peux pas manger. Comment je fais si je suis végétarienne? Comment je fais si... Je pense que comme tu disais tout à l'heure, là, c'est moi qui vais te le dire. Je pense que ça, si vous voulez, on va en faire un podcast. On va en parler de dites-le nous, mais quand je te laisse continuer. Hein, mais dites-le nous parce que l'alimentation, le gluten... On va revenir là-dessus. Voilà, on va revenir là-dessus, c'est sûr. Comment je fais si je dois arrêter le lactose, puisque on a tous entendu dire que le lait de vache, c'est pas fait pour les humains, pour les hommes, ni pour les bébés d'hommes. Donc, toutes ces questions-là m'ont amené petit à petit à m'interroger sur ma manière de consommer. Là, je ne parle que de la partie alimentaire, bien sûr, liée à la vie chère. Et c'est cela qui m'a permis de voir que finalement, même le papier toilette, je suis pas obligée de l'acheter. Vous voyez, il y a des choses qu'on achète par habitude et par coutume et puis par éducation finalement. Et on a été éduqué par qui? Par la France. Mais on n'est pas obligé de faire comme ça et on doit de plus en plus se tourner vers les solutions alternatives pour pouvoir mais justement avoir une vraie influence sur où on met l'argent, où on met son pouvoir d'achat. Voilà, c'est-à-dire que si on a un pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, pour moi, c'est pas le pouvoir d'acheter plus, c'est le pouvoir de pouvoir acheter ce que l'on veut. Voilà. Et d'obliger celui qui vend à diriger sa vente par rapport à ce que l'on veut. Et pas le contraire. Voilà. C'est pas le vendeur qui vous dit ce qu'il vend, ce qu'il a envie de vous vendre. Voilà, regardez le gluten justement. On va y revenir, c'est sûr. Mais avant, vous n'entendiez pas du tout parler de gluten. Beaucoup de gens le disent. Ah ouais, c'est allé là, c'est allé. Moun vin ka malade à gluten. Avant, moun pas malade à gluten. On va vous expliquer pourquoi dans un prochain podcast, mais n'empêche qu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup plus de sensibilité sur cette question, vous verrez qu'il y a de plus en plus de produits sans gluten. Et maintenant, le business fait que même dans les supermarchés, j'ai envie de te dire, tu achètes des chips bananes, c'est logique qu'il n'y a pas de gluten. Yokamake sans gluten dans les bazotes, tu vois. Donc, vraiment, il y a un choix qu'on peut faire et on peut diriger ce choix, ce pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, c'est ça. Ouais. Le pouvoir d'achat, c'est pas d'avoir le pouvoir d'acheter plus. S'il y a un pouvoir dans le pouvoir d'achat, c'est d'acheter plus intelligemment. Donc, garder ce pouvoir créatif que l'on a. C'est-à-dire que le pouvoir créatif qu'on a, c'est-à-dire, moi j'aimerais voir dans mes magasins autre chose. D'accord ? Parlons des alternatives aussi, parce que parlons des alternatives, comme vous dites, ce qu'on se rend compte, c'est ici que c'est bloqué. Voilà. On pète le verrou du colonialisme et des béquets. Regardez, on pète positivement. Tout d'un coup, les béquets se lèvent le matin, ils deviennent « Ah ouais, on va partager ». Bon, je suis utopiste, moi. Ils se lèvent un matin, ils se disent oh, c'est vrai, moi aussi je suis guadeloupéen, moi aussi je suis martiniquais, je vais partager avec mes compatriotes, j'ai intérêt à le faire parce que le pays là qui soi-disant nous suit, il va se casser la gueule, donc venez, on se casse pas la gueule avec eux. Parce que les béquets, moi je pense qu'ils auraient intérêt à faire ça, à nous dire venez, on se rend compte que là-bas c'est chaud, venez, on va travailler ensemble, et venez, on fait un pays. Parce qu'en fait, oui, c'est vrai, on l'a vu, qu'on a un pays. Mais on se fait de la thune depuis tellement de temps sur votre gueule, on sait bien qu'on est fort. Parce que ils le savent, les béquets. Ils auraient intérêt à moi, je pense qu'ils auraient intérêt. Si la population augmenter en conscience. Et moi, je pense que là, le travail qu'on fait... Je pense qu'elle augmente en conscience. Hein. Oui, mais le travail auquel on participe aussi, c'est de permettre à ce que le plus de personnes que possible comprennent comment ça fonctionne et comprennent comment il peut changer la donne. Parce que... Moi, je m'excuse, mais comment dire... moi, c'est un message que je donnerais... si un béquet qui regarde ça, peut-être t'es fâché, mais je te dirais ça, quoi. Réfléchis bien, mec, c'est le moment de réfléchir et peut-être de partager. Mais pour de vrai, hein, c'est pas continuer à faire de l'oseille sur notre dos, hein, baisser les prix pour continuer à nous exploiter. Hein. Non, il faut partager. Ou alors, il faut dégager. Bon, comment... est-ce que j'ai plusieurs questions qui me viennent parce que je sens qu'il y a des personnes qui
elles gèrent leurs finances et leur argent, et ça c'est une force aussi, c'est quelque chose que l'on ne nous apprend pas à faire forcément à l'école, gérer les finances. Mais ceux qui gèrent tant bien que mal et qui ne se sentent pas concernés, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Est-ce qu'ils se sentent vraiment concernés? Est-ce qu'ils ont conscience qu'en fait, ils n'ont pas ce qu'ils devraient avoir? Moi, par exemple, j'ai échangé avec des personnes qui sont des infirmiers, des gens du cadre médical, qui ont les moyens, qui ont des moyens, qui s'estiment être vraiment chanceux et qui pour autant ont l'impression d'avoir la corde au cou. Parce qu'ils sont engloutis dans le système. Ils sont engloutis dans le système. Là, ceux qui étaient bien avant, ceux qui avant étaient plus ou moins aisés, aujourd'hui, vraiment, ils tirent la langue. Mais il en reste encore qui se sentent privilégiés. Comment leur faire comprendre qu'en fait, vous inquiétez pas, ça va vous toucher bientôt? Bon, de toute façon, ça les touche, même si ils ont l'impression d'être au-dessus. Et puis, s'ils ont l'impression des... Moi, je pense que dans un système comme cela, si tu ne te sens pas touché, ça veut dire que tu y participes. D'accord? Ça veut dire que tu actionnes le système. Tu es content, ça fonctionne bien, donc toi tu y vas, tu alimentes le truc, ça te va parce que toi tu es au-dessus. C'est le système de la plantation, c'est-à-dire que les maîtres, ils n'ont pas besoin, les contre-maîtres, là, regarde, il y a le maître et le contre-maître, donc le bras droit du maître, ce sont des anciens esclaves ou des esclaves, enfin ils participent et il est content. On parle de nègres de maison, bien sûr, ça c'est pas nouveau. Si tu te sens bien là, c'est que tu y gagnes, que tu y participes. Comment nous, on réagit? Est-ce que tu as fini par rapport à comment les gens y réagissent? Comment nous, on réagit par rapport à cette vie chère, cette situation de vie chère? Nous on a plein d'exemples autour de nous, différents, de gens qui continuent à consommer différemment, à cultiver, aller vers un autre sens, et puis ça prend, parce que les gens ils commencent à voir. C'est évident que si on se tourne sur nos produits locaux, et puis en plus qui ont énormément de bienfaits, il y a vraiment beaucoup de façons de pouvoir nous alimenter et de bien vivre ici en Guadeloupe. En Guadeloupe, on ne meurt pas de faim, c'est pas possible. 39, la Seconde Guerre mondiale, c'est la Guadeloupe qui a envoyé à manger, comment dire, en Europe. Il y a beaucoup de gens déjà qui fonctionnent comme ça. Nous, effectivement, dans notre alimentation, on est végétarien, donc le fait de pas consommer de viande, c'est quand même, je pense que dans le caddie, ça fait un certain prix. Et puis en plus, on se retrouve pas à consommer des viandes qui vont nous tuer, quoi. Parce que si la viande elle est pas chère, c'est que l'animal, imaginez l'animal comment il a vécu, quoi. Je vois, ils vendent des sacs de pilons de poulet à 1 euro, enfin à quelques euros ici, mais c'est le prix des taxes pour que le sachet il voyage. Il n'y a pas le poulet dedans et ça arrive, quand ça voyage, ça fait 1 euro. Donc ils l'ont eu comment ce poulet? Il vient d'où? Est-ce que c'est du poulet? Est-ce qu'on se pose les questions? Donc ici on sait qu'on a toujours été la poubelle des choses, la poubelle les queues de cochon, les pieds de cochon, ils ne mangeaient pas ça en Europe. Enfin tu vois la culture qu'on a d'ombré queue de cochon. Les Jamaïcains, ils mangent le chicken ass, chicken wing and ass, le cul, le dos et les ailes des poulets. Et ils ne voient jamais les pilons ou les cuisses arriver. Ils ont cette culture-là. Donc on est la poubelle de l'Occident, on sait bien ça, on nous voit les trucs comme ça. Mais aujourd'hui, on a Internet, c'est du commerce international, on se rend bien compte qu'on se fout de nous, quoi. Donc on reste des outils de consommation à tous les niveaux. Le carburant, à côté de nous, il y a des pays qui produisent du pétrole, il faut fournir le pétrole, il vient depuis la France. Il faut arrêter. Voilà, on parle d'écologie, mais nous, t'as pas vu, on mange des kiwis qui viennent de Nouvelle-Zélande, des oranges qui viennent d'Espagne, et des oignons qui viennent de Chine, mais vous parlez d'écologie, mais il faut arrêter. Et on a la capacité de produire tout ça ici. Regardez maintenant, on a des artisans qui vous prouvent qu'on peut planter du riz, qu'on peut planter tout, que tout pousse ici. Big up à KBM, à tous ceux, parce qu'il y a énormément de gens, il y a un travail qui se fait en Guadeloupe, il y a tellement de gens qui font ce travail. Mais en face de nous,
On a un blocage, ce blocage colonial là qui est puissant et puis surtout qui fonctionne avec la complicité de l'État. Donc comme il fonctionne avec la complicité de l'État, eh ben, ceux qui se battent, ils se font mettre en prison. Regardez bien, hein. Ceux qui se battent se font mettre en prison, on a des interdictions, des choses inédites, on nous fait encore subir des choses assez de fou. Ouais. Moi je parle pour les Guadeloupéens, mais ça se passe pour les Kanaks, ça se passe en Martinique, ça se passe partout. Et ça se passe aussi en France. Parce que nous, on parle de Hayot, vous c'est Arnaud, vous c'est je sais pas quoi, c'est le même délire. Vous là, les sans-dents, là, les gilets jaunes, je sais pas quoi, c'est nous, on est les mêmes. C'est le même pouvoir qui tient le truc, c'est le même délire. Et on est là, et celui qui est un petit peu au-dessus, il dit ah, je suis bien, et puis il fait que alimenter le truc. Mais ouais. Non. Donc il y a beaucoup de choses qui se font ici, mais. Et en termes de. On ne peut pas planter le riz, on ne peut pas avancer. C'est Hayot qui représente les agriculteurs guadeloupéens. Comment on fait pour changer l'agriculture guadeloupéenne si c'est Hayot En fait, dans tout ça, moi, ce que je comprends, c'est qu'on doit vraiment commencer à s'intéresser à ce qui se passe chez nous. Alors, je comprends qu'on est préoccupé, et d'ailleurs, il y a une vraie volonté à ce qu'on le soit, par le boire et le manger, par payer les charges, par l'URSSAF pour les entrepreneurs, hein, l'URSSAF qui nous charge bien comme il faut. En fait, on a vraiment cette impression de ne travailler que pour faire fonctionner ce système, mais pour autant, dans tout ce rouage-là, notre force, ça va être la connaissance. Comprendre comment le système fonctionne et là où on peut se placer, là où on peut acquérir plus en conscience sur comment développer nos entreprises, nous réunir, nous rassembler, travailler ensemble, créer vraiment un réseau et favoriser cela à chaque fois qu'on le peut. Participer à renforcer le réseau et à se faire travailler, à faire travailler notre communauté, à faire travailler le Guadeloupéen, à faire travailler l'artisan. On m'a souligné, je souligne un commentaire lors d'une dernière vidéo que j'ai faite sur mon TikTok où on me dit oui, c'est la vie chère et tu vas manger au resto. Je choisis d'aller investir mon argent chez un Haïtien qui est un commerçant de chez nous, quelqu'un de chez nous. On fait tourner l'argent. Voilà, on fait tourner l'argent. Je ne vais pas chez McDo, par exemple. Je ne vais pas chez McDo. Et je vois des gens qui vont chez McDo et qui se plaignent. Vous attendez quoi de McDo? McDo est là pour vous engraisser. Vous voyez? Vous rendre débile. Vous rendre bête, vous empêcher de réfléchir. Nous, notre solution, notre porte de sortie, c'est aller nous renseigner. On a entendu, tiens, Kako et Issa dire sur le podcast qu'on pouvait être indépendant, on pouvait s'autosuffire. Allez chercher, réfléchissez, regardez, rencontrez des gens. Il y a des tas de thèses et des sujets qui ont déjà été menés sur la question. Et regardez où, par rapport à votre capacité, vos compétences personnelles, où vous pouvez vous insérer là-dedans. On peut les envoyer vers qui, Karine, tu penses? Déjà, vous pouvez nous contacter parce que nous, on est dans cette démarche-là aussi. Moi, personnellement, je fais beaucoup le lien entre les artisans. Souvent, on m'appelle pour me demander, tiens, est-ce que tu connais un artisan guadeloupéen qui fait ça, dans le local qui fait ça? Je promeux de mon côté à ma petite échelle et je mets énormément de gens en relation et on travaille d'ailleurs sur du réseautage, mais il y a déjà des gens qui le font. Donc, si vous nous contactez, nous ferons notre part sur cette toile d'araignée pour renforcer justement notre communauté et le réseautage au sein de... Donc voilà, donc la réponse à ceux qui se disent « Ouais, moi je ne suis pas agriculteur, moi je ne suis pas entrepreneur, j'ai pas... » Parce qu'on n'est pas obligé d'être forcément tous entrepreneurs. Oui, c'est vrai. Mais comment je peux faire les choses, comment je peux faire? Donc je pense que la réponse, on vous l'a donnée, d'accord? C'est y participer. Y participer. Par rapport à au choix de là où l'argent que vous avez gagné, légitimement gagné, ou là où vous allez le mettre. Tu touches l'argent, tu vis avec les revenus des allocations, c'est pas un problème ça. D'accord? Comme on l'a dit tout à l'heure, tu n'as pas à te justifier, c'est un dû. C'est un dû, c'est le système français qui l'a calculé pour que ça fonctionne. Et c'est un bon système. Parce que si on laisse les gens crever de faim, les gens qui crèvent de faim, ils deviennent dangereux. D'accord? Et ceux qui ont l'argent maintenant, ne laissez pas les gens qui ont faim avoir plus faim qu'ils n'ont faim. Sinon, c'est chez vous qu'ils vont venir chercher à manger. Je vous dis ça comme ça. C'est ça. C'est chez vous qu'ils vont venir chercher à manger. Je souligne beaucoup ce côté individualisme que nous sommes en train de développer malheureusement et
que nous devons casser absolument. On doit plus être dans le collaboratif, apprendre à fonctionner ensemble. Tu as une voiture, il y a quelqu'un qui n'en a pas. Tu vois qu'il est en train de faire du stop au bord de la rue. Tu as besoin qu'il te supplie. Non, développons un peu cette fraternité. Reprenons-la parce que... Comment on dit ça? Cette entraide. Ouais. Reprenons-la et soyons-en fiers. Reprenons-la et soyons-en fiers. Et le fait aussi qu'on soit, comment dire, alimente tellement ça, ce côté où moi, chez moi, ça va bien. Alors tant pis pour l'autre, il faut qu'on arrête ça, mais définitivement. Parce que c'est justement en essayant d'aller voir comment ça fonctionne ailleurs, comment ça fonctionne chez l'autre, pourquoi chez l'autre ça bloque, qu'on peut comprendre que, ah ben tiens, moi je suis un privilégié peut-être. Et avec mon privilège, je peux faire fonctionner l'autre côté et l'autre côté me le rendra de toutes les façons, ou l'univers, peu importe. Après, c'est vrai que je suis très dans cette philosophie spirituelle qui veut que si on met les billes là où il faut, ben forcément la richesse nous revient. Donc, par exemple, au niveau de l'alimentaire, certains vont l'attendre, mais en local, on fait énormément de choses qui sont bonnes. Ensuite, c'est vraiment une question... Au goût, voilà. Pour ta santé. Pour ton corps. C'est vraiment une question d'éducation du palais. Si vous avez en conscience cette volonté de faire du bien à votre corps, rapprochez-vous de ceux qui font du local. Parce que déjà, c'est du circuit court. Donc forcément, c'est, comment vous dire, ça, c'est moins cher. Forcément, c'est moins cher. Et ensuite, c'est du fait que ce soit chez vous, c'est beaucoup plus adapté à vous. Parce que c'est adapté au climat et c'est adapté forcément à ceux qui habitent et qui sont soumis à ce climat-là. D'accord? Donc, en termes de farine, il n'y a pas que des farines de blé, il y a du farine de manioc, il y a farine de patate douce, il y a farine de plantain, il y a farine de... Ouais, j'ai vu ça dans les magasins, mais ça coûte cher. Ça coûte une blinde et tout. Pourquoi ça coûte cher? Parce qu'on n'en achète pas assez. Oui. Si on en achète plus, il va falloir que derrière, ça produise plus. Voilà, il va falloir une réponse derrière. Donc c'est pareil, normalement, comme je vous dis, de toute façon, il va falloir quand même sauter le verrou colonial, d'accord? Parce que le verrou colonial va nous faire sauter le verrou des élus, d'accord? Puisque, par exemple, la région de Guadeloupe devrait être en train de... Le manioc, par exemple, devrait être promu pour que le manioc soit planté de plus en plus, pour que le manioc, parce qu'il y a une demande derrière passe même au-dessus du blé, de la consommation de blé. Par exemple. Mais bon, là, c'est les béquets qui disent à l'élu ce qu'il veut. Et en plus de ça, c'est le béquet de Carrefour qui a les subventions. C'est eux qui touchent les subventions. C'est le béquet de Carrefour on parle de l'octroi de mer, mais ils arrivent à être exonérés d'octroi de mer. D'accord? Et pourtant, ils vendent au même prix que ceux qui ont l'octroi de mer. Non. Donc, il y a vraiment... C'est-à-dire qu'ils fassent de l'argent, ils font de l'argent, tu travailles, tu fais de l'argent. Il n'y a pas de problème, mais c'est même plus profitation là. Moi je vais vous le dire avec mes mots, mais c'est un foutage de gueule. Et je reste poli parce qu'il y a des mots que il y a des mots que je veux pas utiliser, mais on se fait marcher dessus. Mais c'est un niveau, mais de toute façon, il n'y a pas les mots. Ensuite, je vais vous dire, il faut vraiment qu'on interroge notre manière de consommer, mais pas qu'au niveau de la qualité, mais au niveau aussi de la quantité. Tout est fait pour qu'on soit amorphe, qu'on soit fatigué, qu'on n'ait pas le temps de réfléchir à notre situation, qu'on n'ait pas le temps d'apporter des solutions. Les gens, soyez sensibles à ça, réfléchissez à ça. On mange trop de pain déjà. Le corps n'est pas fait pour manger du pain. Vous voyez, on mange trop d'une manière générale. Donc, si déjà tu réduis sur ta manière de consommer, ta manière d'acheter, si tu commences à réfléchir à où tu mets ton argent, je vous assure que là, vous allez voir que cet argent-là, c'est un pouvoir que vous pouvez utiliser à mettre dans votre confort. On parlait de confort au début, à mettre dans votre véritable confort et pas quelque chose de superficiel, ni un mensonge qui finalement va vous amener un cancer que vous allez devoir encore travailler pour soigner. Ok? Voilà. Mais voilà, par contre, il faut vraiment sortir du joug colonial qui nous bloque de toute façon de partout pour l'accès aux terres. Enfin, même si tu as ta terre, pour construire, c'est compliqué. Tu as plus vite un crédit pour acheter une voiture que tu n'as pas les moyens de payer qu'un crédit pour construire. Voilà. C'est vérolé, c'est corrompu, c'est verrouillé de
partout. C'est verrouillé et corrompu de partout. Et donc c'est à nous de changer les choses. Par contre, aller dans les rues et tout casser, empêcher nos enfants d'aller à l'école, c'est-à-dire que, par contre, on a un ras-le-bol, nous, un peu de ça. On est tellement bloqués déjà. Imaginez, il n'y a pas d'eau, des fois, il n'y a pas d'électricité. Quand il y a de l'électricité, il n'y a pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, quand il y a de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Quand il y a l'électricité, il n'y a pas Internet parce que Internet a pris un coup de foudre ou un coup de jus d'électricité, de retour de charge et puis un temps de réparation. Quand ce n'est pas ça, c'est autre chose. On est dans une gestion au quotidien qui nous mobilise, qui nous frustre. Et même dans cette vie chère, là, moi, le truc qui me déteste, c'est ça, c'est que je vais dans les magasins, c'est très cher, je trouve pas ce que je veux, c'est-à-dire que des fois, on me propose un produit et puis tu prends ce qu'il y a et puis tu te tais. J'ai vraiment en tant que consommateur, j'ai ce sentiment-là. Tu prends ce qu'il y a, tu achètes ce que tu trouves et pas forcément ce que tu veux, et il n'y a pas la qualité. Il n'y a pas la qualité. Donc, c'est un niveau... voilà quoi, comme diraient certains, je peux plus m'asseoir quoi. On peut plus s'asseoir, donc je sais pas comment on fait. Tu vois, c'est trop quoi, c'est trop. Donc, juste pour clôturer, est-ce que tu peux nous donner l'exemple de la voiture? Parce que dans ma dernière vidéo, j'ai dit que je n'avais pas de voiture. Je parle d'une situation qui est bloquante de toutes parts pour moi. Je ne vais pas la soumettre ici parce que c'est une vraie situation problématique qui tient compte de plein de paramètres qui interagissent entre eux et qui ont forcément des répercussions les uns sur les autres. Mais par exemple, qu'est-ce qui va se passer si aujourd'hui j'achète une voiture? Ou si même je peux faire un prêt, si je peux, parce que cela ne correspond pas à ma situation. Alors, si en Guadeloupe, même dans une très mauvaise situation, on peut accéder à des crédits. On arrive à accéder à des crédits. Disons ça. D'accord, on arrive à avoir des crédits par des maisons de crédit qui appartiennent au béquet. D'accord. Ces maisons de crédit-là sont très conciliantes, t'aident à avoir une voiture. Pour acheter la voiture chez le concessionnaire qui appartient au groupe, au béquet, à la même personne, là où tu as fait le crédit. D'accord. L'assurance, d'accord, donc les maisons d'assurance, c'est des franchises comme Carrefour et tout ça. D'accord. Qui a les franchises des maisons d'assurance? Réponse, en cœur, les béquets. D'accord. D'accord. On peut continuer. Tu vas crever avec ta voiture, tu as besoin de changer ton pneu, il y a un truc qui s'est passé. Tu vas aller acheter des pièces, des pneus. Qui a ça appartient à quel groupe? Le monopole des pièces des voitures. En cœur, le béquet. Parce que vous l'avez souligné aussi, hein, le prix des pièces en France, c'est pas le prix des pièces ici. C'est multiplié par 4 parfois. Et tout est multiplié par 4, c'est-à-dire par 2. C'est-à-dire que déjà, le marché de la voiture automobile, dans le neuf, d'accord, c'est le double ici. Ce qui coûte 10 000 ici, c'est 20 000. Ce qui coûte 15 000, c'est 30. C'est le double, d'accord, c'est le double. Donc là, c'est le double sur le neuf. Au niveau de l'occasion, si tu n'as pas 5 000 €, tu ne peux pas avoir de voiture d'occasion. Ben oui, parce que c'est des bons machines qui a coûté cher. Ouais, et puis même, tu ne peux pas avoir de voiture correcte. Déjà, le premier problème, on revient, le problème, il est déjà à la source. Il n'y a pas de voitures qui sont construites pour le climat tropical. Et encore moins pour la durée, laisse tomber. Donc pour la durée, ça c'est il n'y a plus de voitures qui sont faites pour la durée comme avant. Mais aucune voiture n'est construite pour le climat tropical, ce qui fait que toutes les pièces de la voiture ici s'usent 2 fois plus vite, d'accord. Ici, une batterie, quand tu prends ta batterie, la batterie, elle te dit 1 an, 1 an et demi. Si tu arrives à 2 ans, tu es content, c'est pas plus, tu vois. Alors que là-bas, dans l'Hexagone, la France, là, ta batterie va te durer 3 voire 5 ans. Et cette batterie que nous, on l'a achetée 2-3 fois plus cher. On consomme plus et plus cher. Et de toute façon, et ça va toujours dans la même bourse. J'ai appris aujourd'hui que, par exemple, par rapport aux intermédiaires qu'il y a entre le fournisseur et celui qui achète, et les taxes et tout ça, en France, il y en a en moyenne 3. Nous, il y en a 14. Il y a 14 intermédiaires entre nous et ça. Et dans les 14 intermédiaires, c'est celui qui vend, qui revend
revend à l'autre, c'est toujours le même. C'est le même qui achète et qui se revend. Ah oui. Tu me parles des voitures, tu me parles des transports en commun. Je cherchais à savoir à quel groupe appartient Carolis, par exemple. C'est bien Carolis, je suis content, il y a des bus, tout ça qui se développe et tout ça. On a un problème de voiture, mais effectivement sur une île comme on est, les transports en commun seraient développés. Pour l'écologie, ce serait mieux. Et il y a beaucoup de gens qui n'utiliseraient pas les voitures. Bien sûr, bien sûr. S'il y avait la culture. On dit qu'il y a une surpopulation de voitures ici en Guadeloupe par rapport au nombre d'habitants. À qui la faute et qui ça arrange? Ça fonctionne comment? Mais il faut toujours acheter plus, on doit toujours acheter plus. Ça fonctionne comment? Et ça sert à qui ça? Moi, je suis en train de vous expliquer que ça fonctionne d'un circuit fermé et que Karine est dans une situation, on va lui dire, ouais, achète, loue. Je ne sais pas à quel moment on perd le plus. Ouais, d'accord. Et puis, comment dire, chacun choisit comment il se fait enculer, quoi, quand même. C'est ça. Là, dans cette situation, c'est ça. D'accord. Toi, tu choisis avec le crédit et tout ça, mais de toute façon, c'est le même qui te la met. C'est le même qui te la met. Et peut-être que Karine, là, peut-être qu'au contraire, elle arrive à faire fonctionner un petit loueur de voitures indépendant qui essaie de se dépatouiller et qui essaie de se dépatouiller dans le business contre les grosses franchises là, de location qui sûrement, quand tu regardes qui est derrière la franchise, c'est le groupe GBH, c'est machin, d'accord. Donc, vous avez compris? Tout est une question de choix. Voilà. Choisis comment tu te fais baiser. Regarde, voilà. Et puis où tu mets ton argent. Est-ce que tu as vraiment du pouvoir? Est-ce que tu as vraiment du pouvoir? Ouais, et cela, bien sûr, en attendant qu'on puisse parler de souveraineté. On y reviendra. En tout cas, le travail est là. On y travaille et on vous invite à liker, commenter, nous laisser un commentaire, vous abonner à la chaîne pour voir nos prochains podcasts. Et on compte sur vous pour venir vers nous et puis qu'on puisse créer ce réseau, cette communauté forte qui va enfin construire ce pays. Ce pays, on parle pour nous, pour la Guadeloupe, d'accord. Donc je vous dirais, avec mon humour sarcastique, je vous chanterai quoi. Il y a des problèmes dans la plantation, ouais, il y a des problèmes dans la plantation Guadeloupe. Il y a des problèmes dans la plantation Martinique. Mais je vous dirais que vous là-bas, les gilets jaunes, vas-y, revenez, ça, on va repartir parce qu'il y a des problèmes aussi dans votre plantation. Et c'est votre plantation, d'accord? Parce que vous êtes considérés comme ça, hein, d'accord? Pas plus que nous. Donc, travaillons ensemble. On travaille ensemble, moi je suis vraiment, on est pour ça. J'ai coupé, hein, je te dis, j'ai coupé cette partie.